Donc nous accueillons maintenant Monsieur Charles Champion, qui est le président directeur général d'Airbus Opération SAS. Voilà. Merci. Merci, je suis surtout le patron de l'engineering. Donc je suis particulièrement intéressé par les sujets développement durable et évidemment à propos de tout ce qu'on peut faire du côté industriel. Donc perspective industrielle, bon, il y a déjà eu beaucoup de présentations et de chiffres donnés. Vous allez m'excuser, bon, je vais quand même rappeler quelques chiffres, mais je pense que le plus important, c'est de comprendre la démarche d'ensemble et l'approche holistique que l'on doit avoir, y compris en tant qu'industriel. Bon, c'est un trafic de croissance, tout le monde en parle, 4,5 par an, donc c'est régulier, c'est pas exponentiel, mais c'est régulier. Cela étant, c'est intéressant parce qu'on avait, nous, on s'est posé la question, est-ce que les arbres montent jamais jusqu'au ciel? Est-ce que ça va durer? Il est clair que dans des marchés plus, comme on dit, matures, comme l'Europe ou les États-Unis, la croissance est plus faible. Par contre, lorsque l'on voit l'Inde, la Chine et le développement de ces pays, c'est absolument hallucinant. Et là, effectivement, il y a une croissance beaucoup plus importante. Et l'aéronautique et l'aviation civile est un facteur essentiel du développement. On a une équipe d'ingénieurs en Inde, on a à peu près 300 personnes à Bangalore là, qui travaillent sur l'avion. Au niveau global. Pour aller de Bangalore à Delhi, si vous prenez l'avion, évidemment, c'est une paire d'heures. Si vous voulez prendre la route ou le train, vous en avez pour 24 heures. Alors évidemment, on peut ensuite parler du développement durable, de la manière dont les infrastructures sont développées, mais il est clair qu'aujourd'hui, l'aviation est une réponse très efficace en termes de facilité de développement, en complément de, bien sûr, tout ce qui est télécommunications, comme on le voit aujourd'hui avec les smartphones. Donc on a demandé à des jeunes, il y a quelques années, enfin il y a 2 ans en fait, les jeunes générations, est-ce que vous pensez que vous allez prendre l'avion? Alors on a ensuite affiné la question, on leur a dit, et finalement avec tous les smartphones justement, Twitter, LinkedIn, Facebook, est-ce que vous pensez qu'en 2050 vous allez réellement prendre l'avion? Et en fait c'est intéressant parce que les 2 tiers ont dit oui. Les 2 tiers ont dit oui, ils ont dit oui parce qu'on a besoin du contact physique, oui parce que justement on sait que pour nos études, pour la famille, pour le business, on a besoin de voyager, les approches sont totalement mondiales maintenant, on le voit d'ailleurs avec l'éducation, où finalement même dans une école d'ingénieur française, tout le monde doit faire un stage à l'étranger assez long et ça fait partie du double cursus pour justement ensuite développer ses talents. Et donc à partir de là, la réponse a été vraiment oui. Et ensuite l'autre question, ça a été de dire et qu'est-ce que vous attendez de l'avion? En fait, à 96%, les gens en général disent on veut un avion qui respecte l'environnement, on veut que cette croissance ne se fasse pas au détriment de l'environnement. Donc c'est intéressant parce que ça donne nos orientations globales en termes d'industriel, et 2050, bien sûr, c'est loin, mais lorsqu'on développe un avion, c'est 5 ans, un avion reste en production pendant 25 à 30 ans, donc en fait, 2050, c'est déjà demain. Donc par rapport à ça, et les constantes de temps que j'ai évoquées, là, 30 ans, 40 ans, c'est beaucoup. Ça veut dire que nous, on doit avoir une vue aussi sur cet horizon-là. Donc ça commence bien sûr par le début, c'est recherche et développement. Ça commence par même le début du début, donc l'innovation. Typiquement, évidemment, l'innovation amont. CNRS, CNES pour le spatial, ONERA, très important en France. C'est de l'innovation également, nous, en tant qu'industriels. Et ensuite, bien sûr, la fabrication. Nous sommes industriels. L'industrie est redevenue à la mode, mais bon, c'est vrai que c'est de l'emploi, et c'est de l'emploi technologique, surtout pour nous lorsqu'on fabrique les avions. Cela étant, on doit intégrer l'aspect développement durable lorsque l'on construit de nouvelles usines, lorsqu'on développe de nouveaux produits, et lorsqu'on développe de nouveaux processus industriels. Ensuite, l'ATM, les opérations. Alors, on a évoqué les compagnies aériennes. Les compagnies aériennes sont partie prenante. On travaille avec eux. On travaille avec eux lorsqu'il s'agit de définir un nouvel avion. On travaille avec eux lorsqu'il s'agit, bien sûr, de regarder les aspects environnementaux, comme le bruit, comme les nuisances. Et on travaille avec eux lorsqu'il s'agit aussi d'opérer l'avion. Et là, quand on regarde les objectifs qu'a rappelé Michel Wackenheim au niveau d'Acaré, qui sont des objectifs ambitieux, hein. Il ne suffit pas de dire on va gagner 50% ou 80%, c'est dans la poche. Pas du tout, c'est vraiment un défi, c'est un défi qui tire l'ensemble de la filière, et ce n'est pas gagné. Cela étant, l'intérêt de cette affaire, c'est de regarder où sont les potentiels de bénéfices. Et lorsqu'on regarde l'ATM, donc le contrôle aérien aujourd'hui, on a regardé en utilisant toutes les données, je pense 2007 ou 2008, on a calculé qu'en moyenne, sur les grands aéroports,
on avait 13 minutes de retard moyen sur un vol. Donc certains vols sont à l'heure, d'autres sont beaucoup plus en retard. 13 minutes, c'est absolument énorme. C'est ce qu'on appelle du waste. Alors dans l'industrie, on développe du lean, et là finalement on se rend compte que pour le trafic aérien, bien que le trafic augmente, on a encore beaucoup de gâchis, beaucoup de waste. Et ces 13 millions, ils sont à notre portée. Ces 13 minutes de retard, si on supprime ces 13 minutes de retard avec une gestion beaucoup plus intelligente du transport aérien, c'est tout bénéfice, là, carrément. C'est pas du tout de la technologie, c'est vraiment de l'efficacité. Et donc, dans ce cadre-là, on a décidé au niveau Airbus, encore industriel, aussi de s'investir dans le trafic aérien, notamment en rejoignant, par exemple, les initiatives César au niveau européen et NextGen au niveau États-Unis. Et là, c'est intéressant parce que ça illustre bien des défis pour le développement durable, c'est de faire travailler tous les acteurs ensemble. Jusqu'à présent, on était très, en fait, par silo, donc les avions regardent la performance, l'ATM regarde le contrôle aérien, les compagnies aériennes regardent évidemment les passagers et leurs opérations, les aéroports ont leurs propres contraintes, et finalement, avec ce genre d'initiative comme César, mais également Corac au niveau de la recherche, on met tous les acteurs ensemble et on essaye de regarder globalement pour arriver à atteindre des objectifs d'amélioration de l'efficacité, quelles sont les différentes interfaces, qu'est-ce qu'on doit développer. Évidemment, c'est très compliqué parce que chacun est dans son monde avec son propre référentiel, mais c'est par cette approche collaborative qu'on va réussir finalement à gagner les étapes suivantes. En termes de recherche et développement, Bruno Stoufflet va parler du comité d'orientation de la recherche aéronautique et civile dans une présentation à venir. Ce qu'on peut en retenir, en tout cas, c'est que c'est une filière très organisée. Donc on se réunit, j'en suis membre, Bruno aussi, on se réunit tous les mois, à Paris, mais à Paris quand même. Et donc participe la DGAC, donc la Direction Générale de l'Aviation Civile, les aéroports, les compagnies aériennes représentées par Air France, les PME représentées aussi au travers du GIFAS, les industriels concernés, nous, Safran, les moteurs bien sûr, Zodiac et Thales et d'autres. Et donc c'est une approche unique qui a été développée il y a quelques années de rencontres où on se définit les objectifs. Pas uniquement des objectifs d'ailleurs purement de recherche au niveau de l'aérodynamique, j'oublie le nerf, de l'avion, mais également on regarde les aspects environnement, études de bruit, études aussi au niveau aéroport. Donc c'est un lieu unique où on peut décider d'éléments à évaluer, mais également d'actions à prendre et à financer pour aider au travers de la recherche à relever les différents défis dans notre écosystème de l'industrie aéronautique civile. Donc on regarde beaucoup de choses. Par exemple, on parle évidemment des biocarburants, ça en fait partie. Je rassure la personne qui a posé la question, en tout cas en tant qu'industriel, on pousse et on teste des solutions qui ne prennent pas en compte les terres arables. Typiquement, on regarde la biomasse, on regarde les algues. D'ailleurs, il y a une usine pilote à Munich, en fait, que l'on a aidé à développer au travers d'Airbus Group, au travers d'algues. Les algues, évidemment, n'utilisant pas les surfaces pouvant être utilisées pour les terres agricoles. Donc, on regarde ce genre de solutions. Et d'ailleurs, un des objectifs définis par la Commission est d'intégrer une part de carburant, de biocarburant à l'intérieur du carburant des avions pour justement contribuer aux efforts globaux de réduction. Bon, là, le challenge sur des affaires comme ça, évidemment, c'est d'arriver à une filière rentable. Aujourd'hui, dans un monde régi par l'économie et le marché, et à la limite, c'est ce qui permet aussi globalement de trouver les équilibres. Et donc, avec un prix de pétrole bas comme on le connaît aujourd'hui, il est évident que ce genre d'initiative a du mal à passer au stade industriel. Et la question est de savoir comment passer au stade industriel. Est-ce qu'on attend que le prix du kérosène ou du baril de pétrole atteigne des niveaux très élevés pour se lancer, ou est-ce qu'on a des dispositifs volontaristes d'aide et de financement qui permettent finalement de compenser le prix actuel du pétrole. Donc ça, ce sont des vraies questions, mais les industriels en fait sont prêts, font des essais, et évidemment en tant que constructeur d'avions, on contribue également aux initiatives que peuvent prendre certains pays sur la base de leurs ressources naturelles, le Qatar, le Brésil, le Canada, la Chine. Je ne les citerai pas tous, mais nous avons passé des accords avec beaucoup de pays ou beaucoup de compagnies aériennes, et nous travaillons ensemble avec les motoristes pour valider toutes ces solutions. Juste un exemple pratique lié qui sort de la recherche, les charclettes sur la 320, ou extrémité de voilure, finalement
finalement, ça nous permet maintenant sur tous les avions livrés de réduire de 3,5% la consommation de carburant et d'améliorer légèrement le rayon d'action. Donc concrètement, la recherche a des effets qui amènent directement, même sur les produits existants, à les améliorer pour augmenter leur efficacité énergétique. Sur l'environnement, là c'est une approche très volontariste. Maintenant évidemment dès qu'on construit un nouveau bâtiment, je dis évidemment c'est pas toujours le cas parce qu'évidemment il y a un coût, mais on regarde la consommation d'énergie et on regarde effectivement comment trouver des solutions pour que le bâtiment soit le plus autonome au niveau énergétique possible. Donc là je vous donne quelques exemples, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça passe aussi bien sûr par en tant qu'industriel et en tant qu'entreprise, par favoriser véhicules électriques et tout système de transport collectif également qui évite aux personnes de prendre leur voiture à l'intérieur du site. Et on a beaucoup d'autres exemples. Alors ça peut paraître évidemment des exemples relativement classiques, mais je tiens à le souligner parce qu'en tant qu'industriel, on est aussi conscient que l'on doit être proactif et démontrer au travers de solutions innovantes comment également, en termes de tissu et d'aspect industriel, contribuer aux objectifs ambitieux. Et l'Air Traffic Management, j'en ai passé. Je l'ai passé. Alors ça, c'est intéressant parce que typiquement, là, on travaille en fait beaucoup avec les NAC. D'ailleurs, on a travaillé avec eux depuis quelques années pour définir des solutions plus intelligentes pour les approches. Pour les spécialistes, vous connaissez le RNP, Required Navigation Precision, qui permet de faire des approches beaucoup plus sophistiquées. Alors, c'est des approches qui, bien sûr, améliorent la sécurité, la safety, parce que c'est notre objectif numéro 1, notamment dans des zones montagneuses ou d'accès difficile. Mais c'est également des approches qui permettent actuellement d'optimiser et de réduire le bruit par rapport à une approche classique avec un ILS à 3 degrés où vous arrivez sur la piste avec une pente constante. À ce titre, et aussi en collaboration avec Air France, on a démontré par exemple ce qu'on a appelé un vol parfait, donc un vol où dans ce cas-là nous avons décollé de Toulouse, monté en optimisant l'énergie, ensuite au lieu d'être à plafond constant, vous augmentez l'altitude au fur et à mesure que vous consommez le carburant et que vous allégez, et le moment venu, vous vous mettez au ralenti, et en fait, avec une approche planeur optimisée dans le temps, vous arrivez directement sur l'aéroport. Dans ce cas-là, c'était Stockholm. Bon, évidemment, ça démontre le niveau d'ambition qu'on peut avoir par rapport à toute la problématique de gestion de centaines de vols en parallèle qui, évidemment, nécessitent des attentes et des optimisations. Mais ça permet de montrer le potentiel qu'on pourra atteindre dans les années à venir avec des activités type César ou autres. Et on voit réellement qu'il y a vraiment du potentiel qui est à notre portée de main, sous réserve, bien sûr, de maîtriser la complexité, mais surtout de travailler en approche collaborative entre les différents acteurs. Et enfin, parce que toute histoire a une fin, la fin des avions, le démantèlement, le recyclage, donc ça c'est quelque chose qui effectivement il y a quelques années était totalement ignoré. Alors là nous avons pris l'initiative il y a quelques années, en fait en 2007, au travers d'une activité d'ailleurs recherche et développement, de faire un démonstrateur, PAMELA, Process for Advanced Management End of Life of Aircraft. Donc ça a permis derrière de développer sur le site de Tarbes en fait une société qui s'appelle Tarmac Aerosave, une société qui finalement démantèle les avions. Alors évidemment, on peut dire pourquoi en France, pourquoi pas ailleurs, mais surtout qu'un avion vole, donc par définition, on peut le démanteler dans beaucoup d'endroits, mais on a voulu s'en servir comme un peu une chambre de référence, un benchmark, pour d'abord comprendre la meilleure façon de démanteler un avion, mais également ensuite développer derrière une filière de recyclage qui permette après de réinjecter les matériaux, soit dans notre industrie, soit dans d'autres industries. Aujourd'hui, je pense qu'on recycle à peu près 90% de la masse d'un avion, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, pour répondre à la question d'un climatologue qui est parti du CNRS, on n'a pas de problème fondamental de matériaux dans l'aéronautique en termes de titane, aluminium et carbone. On peut avoir évidemment quelques terres rares comme on peut en avoir dans d'autres industries, mais au global, notre croissance n'est pas freinée par les matériaux. Et le fait justement de développer la filière de recyclage va être de ce point de vue-là une aide encore plus importante en termes d'approvisionnement.
Par contre, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ça a permis de développer toute une filière. Et à ce jour, c'est une filière qui fonctionne avec 75 avions démantelés. Un point où on est en recherche et développement en technologie et en innovation, c'est sur le recyclage du carbone. Le carbone est moins évident à recycler, donc on regarde dans quelle mesure on peut le réutiliser, non pas dans des matériaux type aviation, mais dans des matériaux pour les loisirs. Ça peut également peut-être éventuellement servir à renforcer le béton dans la construction. Donc il y a tout un aspect recherche sur la partie carbone, les avions étant bien sûr de plus en plus fabriqués en carbone pour des raisons justement d'efficacité, de masse et de réduction de l'empreinte énergétique. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots. Donc c'est une approche assez globale et holistique, c'est une approche qui se déroule dans le temps, et je pense qu'une des choses qu'il faut retenir, c'est que bon, l'aéronautique et l'aéronautique civile, d'abord il y a beaucoup de personnes qui collaborent ensemble dans une vision à long terme. Et corrélativement, on a besoin d'un référentiel international parce que les avions sont fabriqués dans le monde, essentiellement par Airbus, Boeing, mais également Embraer, Bombardier et les Chinois. Et donc on a besoin à chaque fois d'avoir un référentiel international. Vouloir sortir d'un référentiel international, c'est s'exposer à aller dans des impasses, c'est en fait relativement contre-productif. Évidemment, c'est une approche dans le temps, mais une de nos difficultés, c'est également la vitesse. Il est vrai que lorsqu'on veut accélérer, on a toute la partie, je dirais, inertielle associée au fait qu'on a beaucoup d'acteurs, c'est au niveau international et ça prend du temps. Cela étant, je tiens à souligner en tant qu'industriel qu'on a vraiment une filière organisée de ce point de vue-là, avec les services publics, les services d'État, la DGAC, la recherche, les industriels, les opérateurs. Et je pense que c'est ce qui fait notre force. Et moi, c'est ce qui me rend confiant sur le fait qu'on va arriver à relever les défis énergétiques du développement durable dans l'aviation civile. Merci.